Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la seconde fois euh, pour les médicaments qui sont utilisés contre l'angor ou l'angine de poitrine. Donc un petit rappel d'abord au niveau des artères coronaires. Donc, qu'est-ce que c'est que les artères coronaires? Voilà. Comme on l'a vu au niveau en anatomie, en fait, ce sont les artères qui vont venir irriguer le muscle cardiaque. Donc en fait, leur état de santé est très important pour le travail du cœur. Donc les artères coronaires, ce sont les artères qui alimentent le muscle cardiaque. Donc en fait, c'est elle qui amène le sang à la musculature cardiaque pour qu'il puisse effectuer son travail, ses contractions permanentes, et ainsi injecter le sang dans l'ensemble de l'organisme. Alors, vous imaginez bien que si on a des petits problèmes, des petits soucis au niveau des artères coronariennes, à ce moment-là, le flux sanguin, la quantité de sang qui va venir alimenter ce muscle cardiaque ne sera plus suffisant. Et donc, le cœur ne pourra pas exercer son travail. À ce moment-là, les personnes, qu'est-ce qu'elles ressentent? Une difficulté à l'effort, bien entendu, mais également ce qu'on appelle une crise d'angor, c'est-à-dire qu'elles vont ressentir des douleurs qui vont irradier au niveau du bras gauche, et dans les cas les plus importants, ces douleurs vont irradier dans les deux bras. Donc en fait, il y a une corrélation entre l'état de santé de ces artères coronaires et des douleurs que les patients peuvent ressentir. Donc l'obstruction au flux sanguin peut devenir tellement importante qu'en cas d'effort, lorsque la consommation en oxygène du cœur augmente, il n'y a pas suffisamment de sang qui passe dans les artères jusqu'au cœur. Le nom scientifique de ça va être une ischémie, c'est-à-dire un manque d'oxygénation du muscle cardiaque. Donc, l'angine de poitrine, c'est quoi? Ou l'angor, pour faire plus rapide, l'angor, c'est une obstruction au flux sanguin au niveau des coronaires. D'où on va avoir pas assez de sang. Hop là, excusez-moi. Donc il n'y aura pas assez de sang qui irrigue, qui alimente le tissu cardiaque. Donc, le patient va ressentir des douleurs, ça va. Et ces douleurs, c'est symptomatique de l'angine de poitrine. Alors, pourquoi on peut avoir une obstruction du flux sanguin? En fait, tout ça est lié aux plaques d'athérome qu'on avait déjà vues en anatomie. Donc on a les plaques athéromateuses. Donc ces plaques athéromateuses, c'est un... Hop là, non, ça va pas fonctionner. Les plaques athéromateuses, c'est un rétrécissement des artères coronaires.
C'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, on va avoir une dégradation de l'état de santé des artères, et ces artères vont se boucher progressivement, ce qui va diminuer l'arrivée de sang au niveau du muscle cardiaque. Donc les plaques athéromateuses, c'est un rétrécissement du diamètre des artères. Ici, on va s'intéresser plutôt aux artères coronariennes. D'accord. La conséquence. Alors, qu'est-ce qui va faire ça? Ça va être l'âge. Donc, plus la personne est âgée, plus elle va développer des plaques athéromateuses. Un manque d'activité physique. Bien entendu, le tabac, c'est le grand ennemi des vaisseaux sanguins. Et je vais quand même le noter, le cholestérol. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne qui est plus âgée aura plus de rétrécissement athérosclérotique et donc sera plus susceptible d'avoir une angine de poitrine. Bien entendu, ça évolue nettement avec l'âge, d'accord? Et on ne sait pas faire grand-chose d'un point de vue médicamenteux pour ces plaques d'athérome. On va plutôt utiliser des traitements chirurgicaux pour les contrer. On avait vu ça au cours. Donc, le but du traitement de l'angine de poitrine, ça va être de diminuer le travail du cœur. Ainsi, à ce moment-là, les crises, c'est-à-dire les douleurs ressenties par le patient, vont diminuer. Donc, le but du traitement, c'est une diminution du travail du cœur, ce qui n'est pas top non plus, hein. Il faudra trouver un équilibre entre la diminution du travail et les besoins de l'organisme en flux sanguin. Donc on va diminuer le travail du cœur et donc de ses besoins, ça diminue donc les besoins en oxygène. Donc, moins de crise d'angor. Je le répète, donc cette diminution du travail, elle doit être légère, modérée. On doit trouver un équilibre entre la diminution et les besoins en oxygène ou en sang de l'ensemble de l'organisme. Alors, l'angine de poitrine, c'est une pathologie qui est évolutive puisque les rétrécissements athérosclérotiques évoluent avec l'âge et la santé du patient. Et la première étape, c'est ce qu'on appelle une angine stable. Donc, ça va être un léger rétrécissement des artères coronariennes, d'accord? Et la douleur ressentie est relativement prévisible, c'est-à-dire que la personne sait quand elle va avoir une crise, et alors elle pourra le traiter en amont avant que la crise apparaisse grâce à des nitrates. C'est une classe de médicaments qu'on va utiliser pour ça, comme par exemple le Sélocar. Donc, l'angine stable, c'est quand les plaques d'athérome rétrécissent
c'est quand les plaques d'athérome diminuent le diamètre des artères coronaires. On va mettre des artères du cœur. Les crises sont prévisibles. Et on va utiliser des nitrates, c'est-à-dire que quand la personne sait qu'elle va faire un effort, d'accord, physique, qui va demander au cœur de travailler de façon plus importante, elle va à ce moment-là utiliser un médicament pour limiter la crise. Donc on va utiliser ce qu'on appelle les nitrates. C'est le médicament qui est en absorption sublinguale. Donc, on va aussi demander au patient de modifier son style de vie, toujours arrêter de fumer, manger sainement et faire davantage d'exercices physiques afin de limiter finalement l'évolution des plaques d'athérome et de ralentir l'évolution de cette angine stable. Une des conséquences qui est dangereuse, c'est bien entendu l'infarctus du myocarde. Parce que si on a déjà un rétrécissement au niveau des artères coronaires dues à des plaques d'athérome, la personne a plus de malchance de faire un infarctus du myocarde. Donc pour ça, on va également traiter les gens avec des faibles doses d'aspirine, comme Asaflo, et pour diminuer et réguler la concentration du cholestérol dans le sang, on pourra également associer des statines, d'accord, qui sont des médicaments utilisés pour diminuer le taux sanguin de cholestérol. On va essayer de mettre tout ça en musique, donc l'angine stable, le danger. C'est pas trop les douleurs que le patient ressent, c'est l'infarctus du myocarde. Donc en fait, j'ai déjà assez expliqué l'infarctus du myocarde. Donc qu'est-ce qu'on va donner pour éviter l'infarctus du myocarde ? On va donner au patient de l'aspirine, qui va permettre de limiter la formation de caillots sanguins, l'aspirine telle que Asaflo. Donc ça limite la formation de caillots sanguins. Et on va donner des statines pour diminuer le cholestérol sanguin. Alors, ça c'est pour l'angine stable. Donc, beaucoup de personnes ont ça. Donc quand vous verrez cette association de médicaments, vous pourrez penser qu'elle a une angine de poitrine. Il y a l'étape suivante, qu'on va appeler ça l'angine instable, et ce sont les personnes qui ont un risque élevé d'infarctus du myocarde, d'accord ? À ce moment-là, c'est l'hôpital, dans l'infarctus. Et à ce moment-là, les personnes ne vont plus recevoir de l'aspirine pour limiter la coagulation sanguine, mais elles vont recevoir un anticoagulant plus puissants, comme les AOD, les anticoagulants oraux directs, d'accord ? Et ça va limiter la possibilité, de façon importante, ça va limiter la possibilité de développer un infarctus. Donc, je vais quand même écrire un tout petit peu ça. Donc, pour l'angine
instable, c'est-à-dire que les crises ne sont plus vraiment prévisibles, mais s'il y en a une, c'est pas juste de la douleur, hein, le risque de développer un infarctus myocarde est beaucoup plus important. Et cette angine instable, on a un risque important d'infarctus. Et donc, on va remplacer l'aspirine par un anticoagulant plus puissant. Tels que les AOD, donc les antidiabétiques oraux directs. D'accord. On verra cette classe de médicaments avant les vacances. Donc voilà, vous voyez que j'ai essayé de placer et d'expliquer correctement ces différentes pathologies, cette pathologie, excusez-moi. Et maintenant, on va voir les médicaments. Donc, il y en a un dont je ne vais pas expliquer le mécanisme d'action, ce sont les nitrates. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont diminuer, ils vont permettre de prévenir, donc les nitrates, ils permettent de prévenir les crises d'angor. Ça va. Et les patients les prennent juste avant la crise, ou alors ils vont être sous nitrate de façon permanente. On les retrouve sous forme de patch, d'accord? Ça, c'est pour une diffusion permanente dans l'organisme. Et ils vont induire quoi? Un ralentissement d'activité cardiaque et une hypotension. Ça va? Donc voilà, pour les nitrates, c'est tout. Je ne vais pas en dire plus pour cette classe de médicaments. Et on va revenir ensuite aux bêta-bloquants. Donc on avait vu que vous êtes en train de faire maintenant. Donc non, on avait vu ça la semaine dernière, excusez-moi. Donc on avait dit que les bêta-bloquants avaient une action qui permettait de diminuer la pression sanguine, d'accord? Donc les bêta-bloquants, ils vont diminuer la pression artérielle. Mais ils diminuent également l'activité du cœur. Donc, en fait, ils vont diminuer les besoins en oxygène de la musculature cardiaque. Donc ils peuvent être utilisés également pour l'angine de poitrine, puisqu'ils vont permettre de diminuer ces fameuses crises d'angor. Ça va? Alors, les bêta-bloquants, je l'avais dit en classe, c'est une classe pharmaceutique qui est
très disparates, c'est-à-dire que ça va dépendre du dosage du médicament, mais également de sa sélectivité vis-à-vis des différents tissus. Donc il y en a qui vont agir plus à réduire la pression artérielle, et il y en a qui vont réduire la pression artérielle, mais également réduire la force de contraction de la musculature cardiaque. Ceux-là, on les avait vus, d'accord. Et la troisième classe de médicaments qui est utilisée pour finalement l'angine de poitrine, c'est les fameux antagonistes calciques. Alors pour revenir à mes bêta-bloquants, bien entendu, bêta, ça en référence au récepteur bêta-adrénergique, donc du système sympathique. Donc ce sont des antagonistes des récepteurs bêta-adrénergiques au niveau de la musculature lisse vasculaire, c'est-à-dire au niveau des artères. Donc ils vont induire une vasodilatation. Mais on va retrouver également des récepteurs bêta-adrénergiques au niveau de la musculature cardiaque, donc du muscle cardiaque, et ils vont ralentir la force de contraction du cœur et ainsi diminuer les besoins en oxygène du cœur. Pour les antagonistes calciques, ça va être plus ou moins la même chose, dans le sens où comment ils fonctionnent, vous êtes en train de le voir. Donc les antagonistes calciques, je ne vais pas repasser longtemps dessus, ils vont diminuer l'entrée de calcium dans les cellules musculaires au niveau de la musculature lisse vasculaire. Mais où ça va dépendre des antagonistes calciques, ils vont également diminuer la force de contraction. Attendez, j'ai oublié de mettre le diminuer. Ça va permettre de diminuer la force de contraction du muscle cardiaque. Donc, s'il diminue l'entrée de calcium dans les cellules musculaires au niveau de la musculature lisse vasculaire, ça va produire une diminution de la pression sanguine, donc c'est un effet hypotenseur, au niveau des artères principalement. Et s'il diminue la force de contraction du muscle cardiaque, on va avoir, ça c'est un peu plus embêtant, on va avoir une diminution du débit cardiaque. Mais également et surtout une diminution de la consommation en oxygène du muscle cardiaque. Donc en fait, ils vont ralentir l'activité, le travail de la musculature myocardique à la musculature cardiaque. Hop là, excusez-moi. Donc, les antagonistes, ce sont des médicaments qui sont largement utilisés dans le traitement de l'angine de poitrine. Ils présentent moins d'effets indésirables que les bêta-bloquants. D'accord. Je vais lire un petit peu mes notes. Donc, les antagonistes calciques bloquent les canaux calciques voltage dépendants
au niveau du muscle lisse artériel, et ça va provoquer une vasodilatation, c'est le premier point. Mais on va retrouver également des canaux calciques au niveau du myocarde, ce qui va en fait diminuer l'activité du cœur et donc sa consommation en oxygène. Il faut trouver un bon équilibre entre tout ça, et en fait, dans les antagonistes calciques, on va avoir 3 classes d'antagonistes calciques. La première, qui est la plus importante, ce sont les dihydropyridines. D'accord. Pyridine. Voilà. C'est le plus courant, hein. C'est amlodipine et camlor. Et eux, en fait, ils vont avoir surtout un effet vasodilatateur. Alors, ils peuvent également ralentir légèrement la force de contraction du muscle cardiaque, l'activité du cœur, mais pas de façon très importante. Si on les prend à plus fort dosage, ils peuvent produire une tachycardie, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Ensuite, on a une molécule, d'accord, c'est le diltiazem. Il va produire comme les dihydropyridines, une vasodilatation. Mais en plus, ils vont diminuer l'activité du cœur. Donc, ça va diminuer les besoins en oxygène. Et la troisième classe, c'est le verapamil. Le plat que je suis trompé. Lui, c'est celui qui va agir de façon beaucoup plus importante. Donc il va produire comme tous une vasodilatation. Excusez-moi. Vasodilatation. Il va produire... en fait, on peut dire qu'il produit une bradycardie. Hein. Ça va dépendre des bouquins. Ça va. Donc il va lui aussi diminuer l'activité du cœur. Comme pour le diltiazem, mais lui, en plus, il va modifier l'activité électrique du cœur. Donc c'est pour les arythmies également, certains types d'arythmies. Hein. Donc, il modifie l'activité électrique du cœur. Donc, vous voyez qu'au sein de la classe pharmaceutique des antagonistes calciques, on a des sous-classes avec des activités qui sont évolutives. C'est-à-dire qu'il y en a un pour les dihydropyridines comme Amlor, c'est principalement un effet vasodilatateur. Ils ont un très très petit effet au niveau de la musculature myocardique. Le diltiazem, lui, il aura un effet vasodilatateur, d'accord, mais également un effet au niveau de l'activité de la musculature cardiaque, donc il va être intéressant, par exemple, pour l'angine de poitrine, avec une diminution des besoins en oxygène. Les dihydropyridines sont aussi utilisées pour l'angine de poitrine. Et le verapamil, lui, c'est celui qui agit de façon la plus importante. Il va produire une vasodilatation, une diminution de l'activité du cœur, et il va également modifier l'activité électrique du cœur. Donc c'est pour
également les arythmies. Donc, voilà pour ce chapitre sur les médicaments pour le traitement de l'angine de poitrine. La meilleure chose à faire si on est fumeur et qu'on développe une angine de poitrine, c'est d'arrêter de fumer, parce qu'en fait la nicotine va favoriser la formation de thromboses et de plaques athéromateuses. Et la nicotine également va augmenter la fréquence cardiaque et la pression sanguine, d'accord, ce qui va induire un risque accru de crise d'angine de poitrine. Donc voilà, ça termine cette partie sur les médicaments utilisés contre l'angor. Merci.